merci d'avoir accepté cette invitation. Je voulais revenir avec toi sur ta carrière en tant que joueuse, mais aussi sur ton poste en tant que secrétaire général de la FFF. Comment tu te sens? Est-ce que ton planning est bouleversé avec la période actuelle du Covid? Alors, le planning, oui, il est forcément bouleversé, il est ralenti, vraiment ralenti. C'est vrai que ça a été une période, enfin, c'est actuellement une période bien particulière. D'habitude, je suis toujours en déplacement, j'ai environ 3-4 déplacements par semaine. Dorénavant, ça s'est vraiment ralenti. Je voudrais revenir sur ta carrière. À la formation, à la base, tu t'es entraînée avec les garçons parce que tu étais très talentueuse. Est-ce que ça t'a permis de faire ce que tu as fait aujourd'hui? C'est vrai que j'ai débuté plutôt tard dans le football, à l'âge de 12 ans. Et lorsque je suis allée m'entraîner en club, la première expérience que j'ai eue de club, c'était tout de suite avec des joueuses du Paris Saint-Germain. On avait un entraînement par semaine, j'étais en U13. Et l'entraîneur de l'époque me dit, bah, écoute, un entraînement, ça suffit pas, va t'entraîner avec les garçons. J'avais pas mal d'appréhension, mais en fait, c'est là où j'ai beaucoup progressé. Parce qu'en fait, les garçons, ils se posent pas de questions. Le plus important, c'est en fait, c'est d'y aller, quoi. C'est de ne pas avoir peur. Et j'ai été très bien accueillie. J'ai eu cette première expérience avec le PSG. Quand j'ai intégré le centre de formation de Clairefontaine, bah, je me suis entraînée avec la génération des Ben Arfa, des Jimmy Briand, euh, des Ricardo Fati. C'était top. C'était une super expérience. Est-ce que ça m'a amené à où je suis? Je pense qu'il y a beaucoup plus qui m'a emmené à où je suis. Mais c'est vrai que ça, en tout cas, m'entraîner avec les garçons, ça m'a endurci. Est-ce qu'il faudrait généraliser cette méthode d'entraînement? Aujourd'hui, on sait que les filles, à 13 ans, elles commencent à s'entraîner qu'avec des filles. Est-ce que l'idée, ne serait pas de généraliser ça pour augmenter plus rapidement le sens tactique et le sens physique des filles? Le sens tactique, il ne se fait pas forcément avec les garçons. En fait, si on va avoir un sens tactique, c'est ce que l'entraîneur va mettre à l'entraînement. Par contre, s'entraîner avec les garçons, une des choses, c'est en fait, c'est que le jeu va beaucoup plus vite. Et en termes de contact, je pense qu'on est on augmente son niveau, forcément. Lorsque les filles étaient encore à Clairefontaine, puisqu'aujourd'hui elles sont à l'INSEP, lorsque les filles étaient à Clairefontaine, elles avaient des séances mixtes. Ça vrai qu'elles avaient des matchs et des séances d'entraînement avec les garçons. Ça, c'était une volonté des entraîneurs de la fédération. Dorénavant, les filles sont à l'INSEP et elles s'entraînent uniquement entre elles. Une question un peu inside. Tu en as connu des vestiaires. Il y a de la bonne ambiance, mais aussi des embrouilles. Quel type d'embrouille on peut trouver dans un vestiaire de filles? Parce que dans un vestiaire de garçons, on sait comment ça marche pour la plupart des gens. Mais dans un vestiaire de filles, c'est beaucoup plus confidentiel. C'est surtout qu'on ne pose pas forcément les questions aux joueuses. Ah ben les histoires de vestiaire, c'est comme chez les garçons, je pense. Hein. Ça a des histoires par rapport au match. Dire voilà, pourquoi tu m'as pas fait la passe? Ah, regarde comment l'autre elle a joué, t'as vu que c'est n'importe quoi, décision du coach. C'est les histoires de vestiaire simples entre joueuses, entre décisions de coach, les blabla. Mais c'est beaucoup de rigolade aussi, hein. C'est beaucoup de chambrage, de rigolade et de danse. Voilà, j'ai beaucoup dansé dans les vestiaires. Je vais nous avoir une petite vidéo, on va illustrer avec. Je sais pas si vous en trouverez. Ah si, vous en trouverez sur la Fédé. Ah, on va trouver? Ouais, Bah, je vais regarder corde à ça. sauter, je crois qu'on avait sur du kuduro, voilà, on avait pas mal de danse. Je veux qu'on fasse une petite escale aux États-Unis, où Ouais. tu as signé 3 ans à Boston. Ouais. Quelle est la différence de mentalité que tu as rencontrée là-bas? Alors, j'ai obtenu une bourse à Boston. J'avais dit que j'allais vivre une autre expérience que celle que j'ai vécue en France. Je voulais continuer mes études et faire du haut niveau. Et aller à Boston m'a permis en fait d'allier une meilleure éducation scolaire et de continuer à jouer au football. Le changement de mentalité, c'est qu'en fait, lorsqu'on est aux États-Unis et qu'on est sportif, ben on est reconnu. On est comme un rôle modèle. En France, quand on est un sportif, ben voilà, un sportif, c'est pas forcément quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. C'est quelqu'un qui a plus des objectifs sportifs et qui essaie de s'en sortir absolument. Alors que non, aux États-Unis, c'est preuve de courage, c'est preuve voilà, de réussite. Hein. Et puis les gens sont très encourageants envers les sportifs. C'est un peu, lorsqu'on est sur un campus, les sportifs sont un peu considérés comme Comme des l'élite. étoiles, comme une élite. Moi, j'étais impressionnée lorsque je vois les basketteurs, les footballeurs américains ou d'autres athlètes marcher dans les rues de l'université parce que tout le monde les regarde en disant waouh. Est-ce que tu aimerais importer des méthodes d'outre-Atlantique ici? Ouais, pas mal de méthodes que j'aimerais apporter, notamment la préparation mentale. La préparation mentale, elle a fait la différence dans ma carrière. Et je l'ai eu aux États-Unis. Justement avec George Manford. Avec George Mumford, qui est encore, qui est un très bon ami à moi, qui a été un des psychologues des Chicago Bulls lorsqu'ils sont sacrés. On peut le voir très rapidement dans le dernier
téléfilm de Netflix. Ils n'ont pas montré son passage lorsqu'il est son interview. Mais voilà, il a travaillé avec les Chicago Bulls. Et voilà, il m'a divulgué pas mal de conseils. Il m'a donné pas mal de conseils sur ma confiance en moi. Parce que je suis arrivée aux États-Unis, j'avais envie de changer d'air. J'avais envie de vivre une autre expérience que ce que je vivais en France. J'étais cataloguée comme une joueuse agressive. En allant aux États-Unis, voilà, j'avais envie de vivre autre chose. Et en fait, j'avais pas besoin tout ne dépendait pas des gens, en fait. C'était simplement moi qui devais évoluer personnellement. Et ça, il me l'a fait comprendre. Et j'ai énormément progressé à ses côtés. Justement, en France, les préparateurs sont souvent vus par les joueurs comme une aide un peu inutile. On a l'impression d'être un fragile quand on utilise un préparateur. Pourquoi il y a cette mentalité-là en fait en France? Je pense parce qu'on l'utilise pas assez. Moi aujourd'hui, je suis contente de voir un Steph Savidan être préparateur mental et qui montre qu'en fait, en étant bien préparé mentalement, on peut arriver à un autre niveau. Les Américains l'ont compris depuis longtemps. Là, je lis le livre de Phil Jackson, donc l'entraîneur des Chicago Bulls. Son livre s'appelle les 11 titres. Il a gagné 11 titres en tant qu'entraîneur de NBA. Et lui, il l'a compris tout de suite. Le haut niveau, c'est pas juste avoir les meilleurs athlètes. C'est de faire en sorte que les joueurs de haut niveau, et il y a des stars, il a eu des stars, soient au service de l'équipe et mettent leur ego de côté. Et ça, c'est le plus dur pour l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, il peut avoir tous les talents. Hein. Mais si les talents, ils ne sont pas unis pour la même chose, ça ne sert à rien. On peut avoir une Ferrari, mais elle ne fonctionne pas parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas lui donner les bons éléments. Donc voilà, le travail de préparation mentale en France, il manque, parce que les gens, ils n'y croient pas forcément. Moi, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. J'ai entendu les discours de certains anciens joueurs pro qui disent que pour eux, ça ne marchait pas. Peut-être que pour eux, ça ne marche pas, mais ça marche pour d'autres personnes. Moi, je l'ai vécu et je sais que ça fonctionne. En plus d'être bien préparé physiquement, si mentalement on est bien préparé, ça fait une différence. Hein. Justement, c'était des qualités qu'on te louait sur le terrain, d'être une leader, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Est-ce que tu aimes bien assumer ce rôle de leader? Alors, ce rôle de leader, je l'ai jamais vraiment... Enfin, comment dire, c'est pas que je l'ai jamais vraiment assumé. J'étais pas totalement moi. J'étais pas totalement à l'aise avec le capitana. Donc, parfois, il était préférable pour moi de ne pas l'avoir parce que je me mettais un peu trop de pression. Je voulais être à la fois très bonne sur le terrain, être disponible, avoir le bon discours pour mes coéquipières. Et je perdais énormément d'énergie parce qu'en fait, je pensais que je n'étais pas la joueuse qu'il fallait. Parce qu'il y a des moments, je n'étais pas au top de ma forme. Il y a des moments où je me dis, mais pourquoi être capitaine? Je ne fais pas l'unanimité. Parce que les joueuses, elles ne font pas de cadeaux. Hein. Il y a des filles, je savais que ça allait déranger que j'étais capitaine. Parce qu'elle voulait être capitaine? Elle voulait l'être ou parce qu'elle voyait qu'en fait, je n'étais pas quelqu'un qui était tout le temps autour de l'équipe. Il y a des moments, des ambiances de groupe, ça ne m'allait pas. Donc, je préférais me mettre un peu plus en retrait. Et ça, il y a des filles, elles me reprochaient en me disant, mais tu n'es pas avec le groupe, quoi. Et en gros, en quoi tu peux nous leader puisque tu n'es pas tout le temps avec le groupe et puis tu n'es pas tout le temps titulaire? Je le sentais, ça. Des filles me l'ont dit clairement à un moment. Donc, je préférais parfois ne plus être dans le groupe, ne pas être capitaine, mais au moins de me dire, quoi qu'il arrive, moi, je suis défenseur et je vais guider mon équipe. Je vais être le leader que je veux être pour l'équipe. Mais au fond de moi, je me suis toujours dit que hors du terrain, ça sera beaucoup plus simple pour moi d'être un leader. C'est pas la même forme de leadership pour toi? C'est pas pareil. C'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, que les gens ils m'aiment ou pas, ça va pas changer. Si j'ai un message à le faire savoir, je le ferai. Lorsque j'étais joueuse, j'étais un peu plus timide dans mes prises de parole. Et aujourd'hui, si je vois des gens qui ont un regard qui est négatif, ça fait rien. Je l'ai vécu en tant que joueuse. Parce que je sais que j'ai cette confiance de ce que je dis, de ce que j'avance, c'est pour le bien des projets. C'est pas pour moi me mettre en avant, c'est pas... Et ça, j'ai cette confiance que j'avais pas quand j'étais joueuse. Pas des moments. En 2007, tu signes à Lyon. Tu restes 6 ans à Lyon, 6 ans championne de France. C'était pas trop ennuyeux? Non, pas du tout. Non, les gens pensent que les filles gagnent et qu'elles s'ennuient. Mais en fait, chaque année, c'est remettre le couvercle, rester concentré, avoir cette envie. À l'entraînement, toujours donner le meilleur, parce qu'on peut perdre sa place également. À Lyon, ça n'a pas été facile de rester titulaire. J'ai même été sur le banc. C'était pas évident. Mais on a toujours envie de gagner, parce que chaque année, on sait que les équipes veulent nous battre. Et puis, on joue devant du public. On doit rendre ce respect et cette joie aux gens qui viennent nous voir et nous supporter. À la fin, à Lyon, tu as dû partir. Donc tu signes au PSG pour ton deuxième passage. Là aussi, ça ne se passe pas super bien parce que tu es mis en réserve. Est-ce que c'est difficile d'avoir des grands moments de doute comme ça quand on a une carrière aussi solide que la tienne?
Alors c'est vrai que je quitte l'Olympique Lyonnais parce que l'entraîneur de l'époque ne voulait plus que je reste au club. Pourtant, c'était ma meilleure année. Hein. Je sors ma meilleure année de toute ma carrière. Mais l'entraîneur me dit, voilà, on passe à autre chose. Bon, j'allais pas forcer parce que déjà, un an plus tôt, il voulait pas de moi. Peu importe, c'était dur de rester malgré cela et d'essayer de me battre. Et j'ai fait ma meilleure saison. Mais il me dit, on passe à autre chose. Je vais au PSG, je me dis, c'est très bien. Je rentre chez moi. Et je lui ai apporté toute l'expérience de l'Olympique Lyonnais, toute l'expérience de Boston College au PSG. Donc tout se passe bien. Première année, je retrouve Farid Bensiti, qui était mon entraîneur à Lyon il y a quelques années. Bon, on n'arrive pas à gagner cette Ligue des Champions. Du coup, on fait appel à l'entraîneur de Lyon, qui m'a dit de quitter. Patrice Lair. Celui qui m'a dit de quitter Lyon. Il avait une dent contre toi, là. Il t'a suivi au PSG. C'était très compliqué. Je pense que psychologiquement, c'était... Moi, je ne pouvais pas l'expliquer. Même un dirigeant, même, on en parlait avec le président de l'Olympique Lyonnais. Il me disait, Laura, il y a des entraîneurs, en fait, ils ne peuvent pas voir certains joueurs. Je lui rappelais sûrement pas ce qu'il n'aimait pas. Donc, peu importe. On apprend aussi ça dans sa carrière. Hein. C'est pas que... On peut pas... Il y a des moments où on a des problèmes avec des coéquipières. Ben, on peut avoir des problèmes avec des coachs. Moi, je n'avais pas de problème avec lui. Mais lui, en tout cas, il ne pouvait pas me voir. Ça, j'ai pas pu l'expliquer. En tout cas, la première année, quand il est venu... Voilà, ça se passait très bien. Et puis moi, je n'étais pas là pour lui plaire et ni pour dire à mes coéquipières, ce coach, il n'a pas de niveau, il n'est pas bon ou il m'en veut, il a des soucis. Je me dis, peu importe, Laura, fais ton boulot. Et puis c'est tout, c'est sur le terrain qu'on fait ses preuves. Ça s'est très bien passé jusqu'au moment où on perd la Ligue des Champions. Et t'en as voulu. Suite à la Ligue des Champions, il dit, bah, de toute façon, je recrute une joueuse l'année suivante. Ouais. Et là, il m'a mis en équipe réserve. D'ailleurs, il estime, lui, avoir été honnête avec toi, mais il t'a mis un peu sur le dos la défaite en Ligue des Champions parce que tu n'avais pas voulu tirer au tir au but. Et il disait que certaines joueuses n'auraient pas dû tirer, que tu aurais dû prendre tes responsabilités. Tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça quand, en fait, il a écrit une liste de joueuses. Il me met 11e tireuse. Et la 7e, c'était la gardienne. Oui, voilà. C'est elle qui rate. À un moment, il faut qu'il arrête. Enfin, c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on en reparle encore avec lui, mais il sait très bien. Ça n'a jamais été quelqu'un de franc. Tu n'étais même pas titulaire ce match-là. Tu rentres à la 81e. Je n'étais pas titulaire, mais même la veille du match, j'ai échangé avec le coach. Pas sur ma position, hein. Mais j'ai eu une discussion avec le coach en lui disant que je sens que l'équipe n'est pas prête pour ce match. Il me dit, il y aura un changement, tu verras. Mais lui-même, il n'a même pas dit que c'était moi le changement. Et je pense qu'il a dû croire que je venais pour essayer d'être titulaire. Je suis loin de ça. Mon ego, il n'était pas là. Mais je chantais, parce que j'ai joué des finales. Mais le PSG n'avait jamais joué de finale. Certaines filles allaient sur leur première finale face à Lyon. Première finale de Ligue des Champions. Gagné, et j'en ai parlé au coach. Je lui ai dit, coach, voici mon ressenti. Je ne suis pas la capitaine, mais je te le dis. Il y a des filles, il faut les rassurer. Il me dit, t'inquiète, on va gagner 2-0 et puis je vais faire un changement. Voilà. Et puis qu'après, en plus, ils me disent, voilà, elle ne tire pas le penalty. Je dis, alors là, lui, elle est vraiment très loin. Mais il y a des personnalités qu'on ne change pas. Ça a été dur, parce qu'en plus, je n'ai pas pu m'expliquer à la presse, parce que je devais quitter le groupe le soir de la finale. Le lendemain, je devais partir. J'avais un déplacement pour la Thaïlande. Voilà, il y a eu un changement. Et donc, beaucoup de choses se sont mises en place pour me mettre en difficulté où je n'ai pas pu expliquer. Qui t'ont mis au placard aussi, alors qu'il n'y avait pas de raison. Lui, en tout cas, m'a mis dans le placard. Lui m'a écarté. Ouais. Mais je veux dire un truc. En fait, toutes ces expériences-là, elles me construisent. Je ne peux pas me battre. J'ai appris aussi une chose, c'est qu'on ne peut pas se battre face à des mentalités, à des gens. Tu penses que si tu avais eu un agent, ça aurait été différent à l'époque? Non. J'étais pas pour les agents. Ils vont au créneau pour défendre leurs joueurs. Après, ce qu'on pourrait dire, c'est que j'ai quand même, je repense à, j'ai discuté, je réfléchissais à la situation. Je me dis, ça aurait été un homme, les journaux, ils seraient montés au créneau. Comment un joueur international peut être mis au placard du jour au lendemain, sans remettre en question la relation qu'il peut avoir avec un entraîneur? Comment un entraîneur peut ouvertement critiquer un joueur alors qu'on voit qu'on a enchaîné 3 matchs d'affilée face à Lyon et on perd 3 fois. À un moment, il y a aussi la remise en question d'un entraîneur, il y a aussi la remise en question d'une équipe, mais pas sur des pénaltys. Un match, ça se joue sur un aspect tactique, il y a beaucoup de choses. Mais quoi dire? C'est des choses à raconter. Aujourd'hui, ça, là, toutes ces expériences-là, bah, je les raconte à des jeunes en leur disant qu'à un moment, vous ne serez pas forcément aimés. Et vous allez tomber sur des gens, en fait, qui ne seront pas là pour vous aider. Mais il ne faudra pas... je ne peux pas jeter la faute sur la personne. Je dis, ça ne fait rien. Je passe à autre chose.
Je suis partie, je suis quittée pour aller au Bayern. Tu es allé au Bayern justement. Quelle est la différence dans la structuration et dans le niveau par rapport au championnat français en Allemagne? En fait, c'est un championnat qui est beaucoup plus accrocheur. C'est-à-dire que tout match, il faut vraiment se méfier et il faut vraiment jouer à fond parce que les équipes sont très agressives. Après, j'étais un peu déçue sur l'engouement de la discipline. J'ai vu beaucoup moins de spectateurs dans les stades, j'ai vu beaucoup plus de clubs très amateurs. Je voyais, les gens étaient... Plus qu'en France? Ah, plus qu'en France. J'ai vu, par exemple, avec le Bayern de Munich, on se déplaçait 6 heures de bus, aller, 6 heures de bus retour. Alors je me dis, est-ce que le réseau ferroviaire est moins bon qu'en France? Mais Bayern était très bien structuré. Hein. Nouveau campus, rien à dire, des installations superbes. Mais les clubs que j'ai visités, pour moi, c'était comme si je retournais dans le football que j'ai débuté. Des matchs où les gens étaient au bord des rambardes. Très peu de supporters. La page bleue, elle est grande. Est-ce que tu te souviens de ta première sélection? Oui. Et des sensations? Est-ce que tu peux nous raconter? Ça fait quoi d'être sélectionné pour la première fois en équipe nationale? Mon premier match, c'était en Hollande. On a joué dans la nuit. J'étais arrière latéral. J'avais pas de pression. Je me dis, allez, joue avec ton cœur et puis adviendra que pourra. Et ça s'est bien passé. Après, tu as joué une Coupe du Monde à 19 ans. Oui. C'était pas trop tôt? 18 ans? Est-ce que c'était pas un peu trop tôt? Tu as joué 3 Coupes du Monde. Est-ce que 18 ans, tu te sentais prête déjà Prête, je sais pas. Mentalement, je pense que j'étais pas au top. J'ai beaucoup de doutes. En même temps, je pense que l'effectif n'aidait pas. Mais c'était pas un groupe forcément bienveillant. C'était très, très individuel et très dur. Mais voilà, je l'ai joué cette Coupe du Monde. C'était pas l'idéal que j'aurais voulu avoir. En termes de Coupe du Monde, j'imaginais une atmosphère géniale, du monde. Alors, on était aux États-Unis quand même. C'était la première fois que je voyageais aux États-Unis. Mais je sais pas, j'attendais plus d'une Coupe du Monde. J'attendais vraiment une effervescence hors du stade. Ça, je ne l'ai pas vécu. Mais je l'ai vécu plus tard en Allemagne, en 2011. Justement, tu as fait 3 Coupes du Monde. Vous n'avez jamais gagné. Celle de 2019, tu aurais pu pousser pour aller la faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'être pas allé jusque-là? Non, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout parce qu'en fait, j'ai beaucoup joué dans ma carrière. 17 ans en équipe de France, j'ai pu voir beaucoup de choses, beaucoup de compétitions, beaucoup de mentalité. Et je me suis posé beaucoup de questions à me dire, est-ce qu'il faut que je tente d'aller pour aller jouer cette Coupe du Monde? En plus, c'est à la maison. Et j'en ai parlé avec un ami qui avait fait la Coupe du Monde 98. Il m'a dit, la Coupe du Monde 98, Laura, en fait, tu l'apprécies parce que tu la gagnes, parce qu'à la fin, tu peux profiter. Mais durant la compétition, tu t'entraînes, tu joues, tu rentres. Tu n'as pas le temps pour vivre la Coupe du Monde. Et à partir de ces conseils et puis les réflexions que je me suis données, je me suis dit, non, on va vivre cette Coupe du Monde hors du terrain. On va la vivre dans l'organisation. Et j'ai passé une année formidable. J'étais en Angleterre, aux Antilles, sur le territoire. J'ai rencontré les bénévoles, les volontaires, durant toute une année. C'était aussi surnommé le Rock, un surnom que tu n'as pas toujours apprécié. Pourquoi tu n'aimais pas ce surnom du Rock? Est-ce qu'aujourd'hui tu l'apprécies plus? Parce que c'est quand même un grand signal de fiabilité. Alors, je ne l'aimais pas parce qu'en fait, on m'a surnommé le Rock parce qu'en fait, dès que j'étais au contact, la joueuse, elle se blessait. Je me suis dit, c'est quoi ce nom? J'étais gênée parce que, en fait, dans le regard de mes coéquipières, c'était « Ah, la fille, elle est agressive ». Mais le sélectionneur qui m'appelle le Rock, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il sait qu'il peut compter sur moi. Et c'est que quand c'est dur, moi, j'ai pas de souci, hein, j'y suis, j'étais là. Et ça a été ma force. Mais j'ai appris à l'apprécier parce que je prenais confiance en moi. Quand je n'avais pas confiance en moi, je disais le Rock, oh la honte, j'étais gênée. Mais le Rock, c'était de saillie. Le Rock, c'était les gens qui lâchent pas. Et non, ouais, c'était une force. Un Rock, c'est puissant. C'est glorieux quand même pour un défenseur. Oui, c'est glorieux. Ah oui, pour un défenseur, c'est glorieux, mais je l'ai compris plus tard. Tu étais comparé aussi à Lilian Thuram. C'est une fierté pour toi. Thuram a sorti un livre là récemment, Pensée blanche. Est-ce que toi aussi, tu vas bientôt sortir un livre? Parce que tu en as beaucoup des choses à raconter, alors pourquoi pas? Ah, Lilian, c'est un ami, c'est particulier. Oui, je suis contente qu'il continue à écrire. Beaucoup de gens peuvent le critiquer parce qu'il a ses mots à dire sur la société, sur le regard d'une sorte de suprématie de notre culture française, de certaines personnes dans notre société. Ça dérange parce que les gens n'ont pas l'habitude. Je n'ai pas lu son livre, mais je crois savoir exactement de quoi il va parler. Moi, j'ai pensé aussi à écrire, mais je ferai différemment que sous forme de livre. C'est un projet à venir. Tu ferais comment? Je ne veux pas vous dévoiler, il faudra suivre mon actualité. Bah, il me faut une exclusivité quelque part. Ah non, ça ira. Mais suivez la suite. Je suivrai. Justement, Lilian Thuram, donc lui est un fervent défenseur de la lutte
antiraciste. Est-ce que toi, tu l'as vécu en tant que joueuse avec des coachs, avec des coéquipières? J'ai vécu, la première expérience que j'ai vécue avec le racisme, c'est une de mes coéquipières a été victime de cris de singe. Elle était attaquante, moi j'étais défenseur, j'ai pas entendu. Mais elle me le signale, j'étais capitaine à l'époque pour l'Olympique Lyonnais. Et on va voir l'arbitre, on lui signale. Donc du coup, on va voir ensuite en commission. Et une des choses qui m'a marqué, c'est qu'en fait, lorsque l'ami passe en commission, on lui dit, mais vous êtes sûr que vous avez entendu des cris de singe? Parce qu'en fait, la joueuse, elle parle anglais, elle parle pas anglais. Et là, on s'est dit, mais il y a un problème. Quand on fait un cri de singe, on ne parle pas anglais. On fait un cri. C'est international. C'est-à-dire que les gens remettent en question. Et c'est là où je me dis, je sais quand... Il y a des cas hein, où on entend des gens qui sont racistes ou autres. Et que les gens posent la question, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir entendu des cris racistes ou autres? Je lui dis, lorsqu'on joue un match, la dernière chose à laquelle on pense, c'est d'être traité de singe ou d'entendre des cris. Et lorsque ça vous arrive, ça vous fait mal. Hein. Ça fait très mal. Donc je ne vois pas un joueur aller voir un arbitre et lui dire, monsieur l'arbitre, on m'a traité de singe. C'est la dernière chose qu'on aimerait avoir. Ouais. Donc dès qu'un joueur, je pense, se plaint de ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Tout à l'heure, tu évoquais tes diplômes d'entraîneur que tu as obtenus en 2016. Est-ce que ce serait un rêve pour toi de prendre cette voie et notamment d'entraîner l'équipe de France? Non. Non, pas du tout. Non, moi j'ai passé mes diplômes parce qu'on me remettait en question sur ma capacité de comprendre les tactiques de jeu, notamment à Lyon. Et donc je dis, je vais passer mes diplômes. Parce que si toi, tu n'es pas là pour m'apprendre, c'était l'entraîneur de l'époque, j'ai dit, si toutefois tu ne veux pas m'apprendre... J'ai l'impression que c'est toujours Patrice Lair. Oui, c'était lui, entre autres. Mais je me suis dit, tiens, si j'arrive pas à trouver la solution avec quelqu'un, je vais la chercher ailleurs. Et donc j'ai passé mes diplômes pour m'enrichir. Et puis aussi parce que si toutefois j'ai besoin d'animer des séances, je le saurai. Et je comprendrai mieux en fait pourquoi l'état d'esprit des entraîneurs et ce qu'on leur apprend. Donc c'était juste enrichissant, vraiment très enrichissant. C'était du plus, un bonus. C'était un plus et je recommande à tout joueur ou joueuse de passer ses diplômes. Parce qu'on progresse tellement. Après, en tant que joueuse, toi, tu as tout connu au niveau salaire. Tu es passée de quelques cacahuètes à être l'une des joueuses les mieux payées en France. Comment on vit cette transition? Normalement, doucement. Hein. Moi, j'ai jamais pensé être rémunérée pour jouer au football. J'ai jamais souhaité être joueuse professionnelle. Je connaissais pas les joueuses de l'équipe de France lorsque j'ai débuté le football. Voilà, il s'est avéré qu'on m'a proposé d'être rémunérée lorsque je jouais en équipe de France. Quand j'ai commencé à jouer en club, à des moments, on avait des primes de match. C'était du plus. Et oui, après, j'ai eu un bon contrat. Parce qu'on je ne vais pas donner les chiffres, je les ai notés, mais on va les garder secrets. Je ne sais pas s'ils sont vrais. Mais en tout cas, oui, j'ai eu un bon contrat. J'ai eu ce privilège d'être payée pour jouer au football. Je voulais aussi évoquer avec toi un autre sujet, celui des femmes voilées. Dans beaucoup de nations, elles sont représentées, notamment l'Iran, la Palestine, la Jordanie. Est-ce que toi, tu es favorable à cette ouverture aux femmes voilées dans le foot, dans le monde et en France? Alors, on a une situation qui est particulière. C'est-à-dire que nous, on est sous l'égide du gouvernement. Donc, forcément, j'en ai parlé avec des amis qui sont dans le milieu et qui me posent pas mal de questions par rapport au voile. Comment ça se fait qu'à la fédération n'accepte pas les femmes voilées? On est sous l'égide du gouvernement. Comme toute décision prise par le gouvernement, forcément... Ça fait des points liés. Ça ne s'appelle pas des points liés, mais c'est qu'il y a un règlement, c'est-à-dire que la foi, on l'exprime hors du terrain, pas sur le terrain. La situation, elle est comme ça. Maintenant, je sais que je regarde à la FIFA, à l'UEFA, eux parlent de l'international. Eux sont pour forcément beaucoup plus de filles. Ils sont plus flexibles pour permettre à ces filles-là aussi de s'émanciper par le sport. Eux, ils ne dépendent pas d'un pays et d'une culture. Mais moi, j'encourage toutes filles à jouer, qu'elles aient le voile ou autre. Bien sûr, je veux que les filles elles puissent s'exprimer. Okay. Mais je souhaiterais aussi et on en parlait avec nos commissions de citoyenneté, j'aimerais échanger avec des filles pour leur faire comprendre la situation. Aujourd'hui, dans le football féminin, les règles ont connu beaucoup de variations avec le temps. Certains proposent de remettre des règles en baissant notamment le temps de jeu, passer par exemple de 90 à 80, d'avoir des buts plus petits pour rendre le foot féminin plus dynamique, plus attractif. Est-ce que toi, c'est une idée qui te séduit, ça? Ou est-ce qu'on reste sur les mêmes règles que les garçons? C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses par rapport au ballon, par rapport au but. Ouais, parce qu'à l'époque, les filles jouaient avec un ballon de taille 4 contre 5 aujourd'hui. Ouais. Je pense pas que ça change vraiment la donne, de changer la grosseur du ballon. On n'a pas besoin d'aller en 7, 5 c'est bien, très bien. La hauteur des buts par rapport à la grandeur des gardiennes, c'est une réflexion à avoir, mais je pense que non, on fait le même football.
pour l'équité, je pense qu'il faut continuer à avoir les mêmes terrains, les mêmes dimensions. Et puis les filles, elles continuent à progresser, hein, simplement. Certaines personnalités politiques qui s'expriment sur le foot et pas forcément des experts, à l'image de Ségolène Royal ou Marlène Schiappa, qui avaient émis l'idée de faire un football mixte entre les hommes et les femmes. Est-ce que ça, c'est pas ce type d'initiative qui détruisent un peu toi, ton travail de promotion du foot féminin? Parce qu'on sait aujourd'hui que voilà, des filles ne peuvent pas jouer avec des garçons tellement le niveau est tellement différent. Je dirais pas que leurs propositions, elles détruisent le fait qu'on veuille promouvoir le football. Je Parce pense qu'on les tourne en dérision quand on entend ce genre de truc, on les prend pas au sérieux en disant mais quelle meilleure joueuse féminine jouerait dans une équipe de Ligue 1 par exemple? Je pense que leur réflexion, c'est de se dire, voilà, d'avoir donné l'opportunité à des filles d'aller voilà, se mesurer à des hommes. Moi, je vois bien au niveau amateur, vraiment amateur, foot entreprise, ou ben, même le dimanche, ou en foot 5, on voit des équipes mixtes. Oui, là, c'est intéressant. Après, je pense qu'il faut que les filles et les hommes restent dans leur catégorie, dans le sens où ben, il y a beaucoup plus d'opportunités. Si je suis en Coupe du Monde, je ne vais pas faire une Coupe du Monde mixte. Parce que ça voudrait dire que la moitié Bah, est homme et moitié femme, donc ça voudrait dire moins d'opportunités pour les filles de s'exprimer, comme la moitié masculine de s'exprimer. Non, les compétitions, il faut qu'elles restent masculines et féminines. Par contre, de voir une fille, une femme aller jouer chez les hommes, pourquoi pas si elle a le niveau? Et on a vu hein, des filles aller jouer en Division 3 en Italie ou je ne sais pas à quel endroit. Des filles qui s'entraînaient, là il y a une japonaise dernièrement qui intègre une équipe masculine en régionale. Pourquoi pas? Après, jouer au foot, s'entraîner ensemble, c'est très bien d'avoir des équipes mixtes, mais après, en compète, les hommes peuvent rester avec les hommes, les filles restent avec les filles, parce que c'est les compétitions internationales. Mais après, en termes de club, si une fille elle a le niveau,